Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés à Anchorage. Ils n'ont fait aucun commentaire à la presse avant le début de leur réunion qui continue à l'heure actuelle. Nous suivons l'évolution de celle-ci en temps réel. L'Europe, elle, joue le rôle de spectateur pour le moment, tout comme Kiev, qui attendra l'appel du président américain. Le temps que se dérouleront ces négociations, le vieux continent propose des solutions qui ne sont pas pour le moment retenues. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, en direct pour vous depuis Moscou. Un sommet aux enjeux élevés qui pourrait déterminer non seulement l'évolution du conflit en Ukraine, mais aussi la dynamique des relations russo-américaines. Notre envoyé spécial Daria Vaganova partage tous les détails de cette rencontre en direct avec nous ce soir depuis Anchorage, Alaska. Daria, bonsoir. Des pourparlers qui durent depuis maintenant plus de 3 heures. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est cela que le monde attend finalement? Rebonsoir Oleg, tout à fait, c'est un très bon signe, surtout si vous vous souvenez de la déclaration de Donald Trump, si quelque chose ne va pas dès le début de la réunion avec Vladimir Poutine, il va quitter cette réunion dans 2 minutes. Voilà, ce n'est pas passé, cela fait presque 3 heures, comme vous l'avez dit, que les négociations se poursuivent. Il s'agit des négociations en format étroit, 3+3. Ça veut dire qu'il y a 2 délégations russes et américaines dirigées par Vladimir Poutine et Donald Trump. La délégation russe comprend aussi Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, et Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Du côté américain, il y a bien sûr Donald Trump, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qui s'est rendu en Russie 5 fois pour négocier avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ensuite, les délégations vont continuer leurs négociations en format élargi, ça veut dire avec les participations de plus de membres de leur délégation. On sait que la partie russe va ajouter dans sa composition le ministre russe de la Défense, Andrei Milousov, le ministre des Finances, Anton Siluanov, et aussi donc Kirill Dmitriev, le directeur du fonds russe d'investissement direct, qui participe activement dans les négociations russo-américaines. On sait que la salle de presse où Vladimir Poutine et Donald Trump vont donner une grande conférence de presse commune est déjà prête. Vous pouvez le voir derrière moi. Les journalistes entrent et quittent cette salle en regardant pour les meilleures places pour poser sa question à quelqu'un des 2 présidents ou aux 2 présidents tout de suite. Il y a beaucoup de représentants des médias russes, des médias américains, mais non seulement, il y a également des journalistes arabes, il y a des journalistes français. On entend donc la langue française un peu partout dans ce centre de presse. Et l'accueil de Vladimir Poutine par Donald Trump à l'aéroport était vraiment très festif, très officiel et très amical en même temps. Donc Donald Trump et Vladimir Poutine ont dit l'un à l'autre quelques mots. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, mais avant les négociations, aucun commentaire aux médias n'a pas été fait. Il nous reste à attendre. Je crois que la conférence de presse sera assez longue et les 2 présidents vont répondre à toutes nos questions. Voilà, des représentants des médias qui ont fait un trajet pas facile pour venir à Anchorage
Anchorage en Alaska. Mais donc pas tout le monde... Pas tous les leaders sont contents de la tenue de ce sommet. Il s'agit bien sûr des leaders européens et du chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, qui n'ont pas été invités à ce sommet. Ce n'était pas prévu parce qu'il s'agit de la réunion bilatérale entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais ce soir, Volodymyr Zelensky a exigé que les dirigeants des pays européens se lèvent hautement et ripostent contre Poutine et Trump. Écoutez. L'Ukraine est prête à travailler de la manière la plus productive possible pour mettre fin à la guerre. Nous comptons sur une position forte de l'Amérique. Tout en dépendra. Les Russes respectent la puissance américaine, précisément la puissance. Nous poursuivons la coordination avec nos partenaires en Europe. Aujourd'hui, je me suis entretenu par téléphone avec le président français Macron. Mon équipe reste également en contact. Le décalage horaire avec l'Alaska est de 11 heures. Donc demain, la journée commence tôt pour tout le monde en Europe. Nous nous préparons à ces discussions. Cette rencontre historique fait la une des médias du monde entier. Tous les médias occidentaux russes et non seulement ont publié les photos et les vidéos de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est leur 7e rencontre en face à face et la première depuis 2019. Et Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a commenté cette hystérie dans les médias occidentaux. Les médias occidentaux sont dans un état qu'on peut qualifier d'obsessionnel et qui se transforme en véritable folie. Ils ont palabré sur l'isolement de la Russie pendant 3 ans, mais aujourd'hui, ils voient le tapis rouge déployé pour accueillir le président russe aux États-Unis. Aucun signe de l'isolement de la Russie, un accueil vraiment chaleureux, un accueil extraordinaire, non seulement pour Vladimir Poutine, mais pour toute la délégation russe, pour les journalistes russes ici, les journalistes américains, les journalistes occidentaux sont vraiment très gentils, très souriants avec nous. Les journalistes qui sont venus depuis la Russie, Donald Trump s'est exprimé, il a donné un court commentaire avant, c'est pour parler avec Vladimir Poutine en évoquant quel sujet serait évoqué, serait au cœur des discussions lors des négociations avec Vladimir Poutine. Bien sûr, il s'agit de l'Ukraine et écoutez ce qu'il a déclaré. Les échanges de territoires seront discutés, mais je dois laisser l'Ukraine prendre cette décision. Je pense qu'ils prendront la bonne décision. Mais je ne suis pas ici pour négocier au nom de l'Ukraine. Je suis ici pour les amener à la table des négociations. Si nous faisons des progrès, je discuterai du commerce, parce que c'est l'une des choses qu'ils voudraient. Ils aimeraient obtenir un morceau de ce que j'ai construit en matière d'économie. Il y a un bon niveau de respect des deux côtés. Vous savez, je crois que quelque chose en sortira. J'ai remarqué que Poutine fait venir beaucoup d'hommes d'affaires russes, et c'est bien. J'aime ça parce qu'ils veulent faire des affaires, mais ils n'en feront pas tant que nous n'aurons pas réglé la guerre. La présence du ministre russe des Finances, Anton Siluanov, dans la composition de la délégation russe fait penser qu'il s'agira aussi des sanctions. Je crois qu'il faut aller dans la salle de conférence de presse. Je vais vous donner plus de détails dans les éditions prochaines. Alors Daria, apparemment, les journalistes sont conviés à la salle de presse principale où devrait se tenir la conférence de presse à l'issue de ces négociations. Donc on va suivre tout cela de très près ensemble avec vous. Donc on vous laisse y aller et on attend les détails très vite. Merci beaucoup Daria. L'histoire des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis est marquée par des hauts et des bas, mais chaque rencontre entre les deux présidents des deux pays laisse une empreinte bien distincte sur la scène internationale. Un peu de contexte avec Antoine Clairaut. Une rencontre entre un président russe et un président américain, c'est toujours un événement qui a des conséquences non seulement au niveau bilatéral, mais aussi pour le reste du monde. C'était le cas avant la chute de l'Union soviétique et ça l'est toujours depuis. D'ailleurs, tout avait plutôt bien commencé. En février 1992, George Bush Senior reçoit Boris Yeltsin à Camp David, aux États-Unis. L'URSS n'est plus et à cette occasion, on met fin officiellement à la guerre froide. On proclame une nouvelle ère d'amitié sans hostilité et Washington promet de soutenir l'adhésion de la Russie au FMI et à la Banque mondiale. La Russie et les États-Unis ne se considèrent pas comme des adversaires potentiels. Désormais, les relations entre les deux pays seront caractérisées par l'amitié et le partenariat fondé sur la confiance et le respect mutuel, ainsi que sur un engagement commun
envers la démocratie et la liberté économique. Les deux parties s'efforceront de supprimer les vestiges de l'hostilité de la guerre froide, notamment en prenant des mesures pour réduire les arsenaux stratégiques. S'ensuivent deux autres rencontres constructives dans l'année qui suit, qui ont pour résultat la signature à Moscou entre les deux hommes du traité START II, qui prévoit une réduction progressive des ogives nucléaires jusqu'à 3000-3500 en 2003. En avril 1993, Boris Yeltsin a un nouvel interlocuteur, le démocrate Bill Clinton, arrivé à la Maison-Blanche. À Vancouver, ça discute des traités START I et START II de limitation des ogives nucléaires. Quelques mois plus tard, les deux hommes se mettent d'accord sur l'adhésion de la Russie au partenariat pour la paix de l'OTAN, ce qui débouchera 4 ans plus tard sur la signature de l'acte fondateur Russie-OTAN, qui mentionne de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, l'une contre l'autre ainsi que contre tout autre État. Pour ce faire, la nouvelle OTAN travaillera avec la Russie et non contre elle, et en réduisant la rivalité et la peur, en renforçant la paix et la coopération, en faisant face aux menaces communes contre la sécurité de tous les pays démocratiques. L'OTAN contribuera à une plus grande stabilité dans toute l'Europe, y compris en Russie, ce qui, à son tour, renforcera également la sécurité des partenaires nord-américains de l'Europe, les États-Unis et le Canada. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a plutôt mal vieilli. Autre document important à avoir été signé, cette fois entre Vladimir Poutine et George W. Bush, c'est en 2002 le traité de réduction des potentiels offensifs stratégiques et la déclaration de Moscou sur les nouvelles relations stratégiques entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, confirmant une fois de plus la voie des deux pays vers une coopération étroite sur toutes les questions mondiales. En juillet 2009, c'est Dimitri Medvedev qui accueille Barack Obama en visite officielle à Moscou, dont le principal résultat fut la signature entre Moscou et Washington d'un accord cadre sur la réduction des armes offensives stratégiques. Les deux pays conviennent alors de réduire presque de moitié leur stock d'ogives nucléaires. En 2012, Vladimir Poutine rencontre Barack Obama au Mexique en marge du sommet du G20, puis un an plus tard en Irlande du Nord en marge du G8. À chaque fois, les deux hommes discutent de la Syrie, de la Corée du Nord, du contrôle des armements et des droits humains et se disent d'accord pour poursuivre des négociations sur la réduction des arsenaux nucléaires, sans signer de documents contraignants pour autant. Vient le tour de Donald Trump. En 2018, à Helsinki, les deux présidents discutent de la guerre en Syrie, du nucléaire iranien, mais aussi des moyens de normaliser et de développer les relations bilatérales, marquant une volonté d'améliorer les relations entre la Russie et les États-Unis. Même pendant les tensions de la guerre froide, lorsque le monde avait l'air très différent de ce qu'il est aujourd'hui, les États-Unis et la Russie arrivaient à maintenir un dialogue fort, mais nos relations n'ont jamais été pires que maintenant. Cependant, cela a changé. Il y a environ 4 heures, je le crois vraiment. Sur le plan politique, rien ne serait plus simple que de refuser la rencontre, de refuser le dialogue, mais cela n'aboutirait à rien. Malheureusement, cela n'aura que peu d'effets concrets, étant donné les accusations d'ingérence russe dans l'élection qui a amené Donald Trump au pouvoir. Des accusations dénuées de tout fondement, mais que le président américain traînera comme un boulet tout au long de son premier mandat. Passons sur la seule et unique rencontre en chair et en os entre Vladimir Poutine et Joe Biden. C'était à Genève en juin 2021. Un sommet qui n'a que peu fait bouger les lignes. Alors bien sûr, tout ceci n'est qu'un échantillon, une sélection non exhaustive parmi plusieurs dizaines de rencontres. Mais nul doute que ce sommet d'Anchorage, par son importance et le contexte géopolitique dans lequel il s'inscrit, saura trouver une place de choix dans l'histoire de ces relations bilatérales. Ce sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump n'est pas sous-estimé en Europe, comme je viens de le dire. Bien que les voix des dirigeants européens soient à peine audibles, on sent chez eux une certaine inquiétude quant au déroulement des négociations auxquelles ils n'ont pas été conviés. L'Europe suit avec impatience l'événement que le monde entier attendait depuis longtemps, la rencontre entre les présidents russes et américains. Cette tension générale n'est pas surprenante. Les dirigeants européens craignent avant tout d'être laissés de côté dans la résolution de la question ukrainienne. Comment se consolent-ils ? En imitant une activité tout aussi intense. Par exemple, les médias français rapportent déjà, en citant le palais de l'Élysée, que Macron prévoit de rencontrer Zelensky après le sommet en Alaska, sans toutefois préciser les dates et le lieu exact. Emmanuel Macron a échangé avec Volodymyr Zelensky. Les présidents ont convenu de se voir après l'Alaska. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui a rencontré Zelensky il y a quelques jours, a une nouvelle fois rappelé ce qui effraie les Européens. Parmi les principaux points, la crainte que les questions territoriales puissent être discutées sans l'Ukraine. De plus, ils insistent toujours autant sur une rencontre trilatérale. 3 ans et demi après l'invasion illégale de l'Ukraine, la Russie a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu et de mettre fin aux hostilités. Nous nous attendons à ce que le président Poutine prenne au sérieux la proposition de dialogue du président Trump et entame des négociations sans condition avec l'Ukraine après la rencontre en Alaska.
Ces derniers jours, conjointement avec l'Ukraine et ses alliés européens, l'Allemagne a montré la voie vers la paix qui respecte les intérêts fondamentaux de l'Europe et de l'Ukraine en matière de sécurité. L'objectif devrait être un sommet auquel participerait également le président Zelensky. Un cessez-le-feu doit y être conclu. L'Ukraine a besoin de garanties de sécurité solides. Les questions territoriales ne peuvent être décidées qu'avec l'accord des Ukrainiens. Tous les espoirs de l'Europe reposent bien sûr sur Trump, le sage artisan de la paix, qui ne doit en aucun cas céder aux provocations du méchant Poutine. Le désespoir s'entend dans le ton avec lequel le chancelier allemand, l'un des plus fervents alliés de Kiev, remercie d'avance Donald Trump pour son initiative de négociation, bien que le président américain ait souligné à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de représenter la partie ukrainienne lors de ces négociations. Nous avons transmis des messages clairs et fermes au président Trump avant son voyage à Anchorage. Je reste en contact avec lui. Le président Trump peut maintenant faire un pas important vers la paix. Il faut le remercier pour cette initiative et la coopération étroite de ces derniers jours. Lors de notre dernier entretien avec nos partenaires européens, nous l'avons assuré de notre soutien continu à l'Ukraine. Le président Trump peut en être sûr. Le chef du régime de Kiev suit, lui aussi, avec inquiétude le sommet en Alaska. Après avoir discuté avec tous ses alliés au cours de la semaine dernière, Zelensky semble compter sur Trump. Conscient que les enjeux sont élevés, beaucoup, tant en Ukraine qu'à l'étranger, ont évoqué le fait que le sommet entre les présidents Poutine et Trump pourrait démontrer le manque bien évident d'influence de Zelensky sur les pourparlers de paix. Aujourd'hui même, j'attends un rapport du renseignement sur les intentions actuelles de la partie russe et sur ce qu'elle a préparé pour la réunion en Alaska. Les enjeux sont vraiment élevés. L'essentiel est que cette rencontre ouvre la voie à une paix juste et à une discussion substantielle entre les dirigeants dans un format tripartite, l'Ukraine, les États-Unis et la partie russe. Il est temps de mettre fin à la guerre, et c'est à la Russie de prendre les mesures dans ce sens. Nous comptons sur l'Amérique. Nous sommes prêts, comme toujours, à travailler de la manière la plus productive. En Europe, on fait comme si rien ne changeait. Du moins, les sanctions anti-russes resteront une constante sur laquelle rien n'aura d'influence, comme l'affirme Ariana Podesta, porte-parole de la Commission européenne. Toutefois, en ce qui concerne les actions futures de l'Union européenne, l'avenir reste incertain. Personne ne se risque à prédire les résultats du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. À ce stade, je n'ai rien à dire sur les prochaines étapes. Nous devons voir le résultat de cette réunion. À ce stade, nous ne pouvons pas spéculer davantage à ce sujet. Je n'ai pas de détails. À notre connaissance, le président Trump informera en effet le président Zelensky et les dirigeants européens après sa réunion bilatérale. Nous n'avons pas de cadre temporel précis que je puisse partager avec vous. Cela dépend également de l'heure de la réunion, de sa durée, des décalages horaires, etc. Mais à notre connaissance, il y aura effectivement un compte-rendu. L'espoir que Trump défendra les intérêts de l'Ukraine et les paroles creuses du régime de Kiev et de ses alliés, voilà tout ce que l'Union européenne, dont les représentants n'ont pas été invités aux négociations en Alaska, peut exprimer le jour du sommet entre Poutine et Trump. Observer, attendre et soutenir verbalement Zelensky, encore plus impuissant, voilà tout ce qu'il leur reste à faire. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout l'univers numérique de RT en français. Merci de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité dans 30 minutes.